Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Bonsoir et bienvenue dans la France libre présentée par le Conseil national de transition France Canal Historique. Alors nous allons débuter cette émission, s'il vous plaît, par une phrase de la vice-présidente de la Commission des finances. Oh, je vous prie de faire attention car c'est de très haut niveau. On y va ? Alors, la commission d'enquête sur le dérapage budgétaire, il ne s'agit pas forcément de trouver les responsables, mais de comprendre. Oui, c'est ce qu'affirme la vice-présidente de la Commission des finances. Bonsoir quand même, Philippe. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Yota. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Alors je vais rebondir directement sur cette introduction parce que j'avais moi-même quelque chose dans cet ordre d'idées-là, mais qui se passe aux États-Unis et même à l'international, parce que figurez-vous qu'on est à la recherche, dans la Banque mondiale internationale, qui en était la responsable, de 41 milliards de dollars disparus, alors qu'ils auraient dû servir à la recherche contre le réchauffement climatique. Alors là, il s'agit de comprendre. Là, il s'agit de comprendre pour le coup, comme dit notre ministre des Finances. On lance la question. Comment peut-on comprendre cette façon de faire disparaître, d'escamoter 41 milliards? Et c'est sûrement le coup de gens très bien placés, très bien informés. Enfin bref, il y a que quelques personnes qui peuvent avoir fait ça, à mon avis. Et il s'agirait qu'un jour ou l'autre, elle soit présentée devant le public. Qu'en pensez-vous? Donc, voilà. Bien sûr, Philippe, ce sont des victimes. Qu'est-ce que vous croyez? Ce sont des victimes, tous ces oligarques qui nous gouvernent avec leur système. Il faut que nous les comprenions absolument. Faut avoir de l'empathie pour eux, c'est ça? Avoir de l'empathie, c'est ça, oui, de sympathie. Un peu de sympathie pour ces victimes torturées par les futurs démocrates que nous sommes. Exactement. Nous ne nous rendons pas compte des tortures mentales que nous leur provoquons à ces pauvres personnes multimilliardaires et qui détournent notre argent, celui du peuple et des impôts du peuple, dans des solutions qui n'existent pas, hein, puisque nous savons d'ores et déjà que le réchauffement de la planète, c'est un faux problème, ça n'existe pas. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a de l'actualité vidéo? Non. Nous avons d'abord Jean-Pierre qui voudrait... Jean-Pierre, voilà. Merci. Bonsoir. Par rapport à cette histoire de comprendre, j'ai croisé un jour quelqu'un qui était en état d'ébriété prononcée. Et j'étais un peu en colère parce que nous avions un rendez-vous, etc. Et il a caressé un chien en disant « Toi, tu comprends la vie ». Et ça m'a touché parce que ce mot « comprendre » m'est resté de cette façon-là. Le chien lui a fait la fête, quel que soit son état. Alors, effectivement, il y a des gens qui se sont mis dans un sale état psychologique, peut-être par le jeu du pouvoir sur les autres qui leur a grillé un peu l'esprit. Et moi, je suis pas contre de comprendre la vie telle que l'a exprimé ce chien et cet être un tant soit peu déchiré par son attitude. Merci de m'avoir entendu. Merci Jean-Pierre, nous allons passer à l'actualité en images. Alors je t'avouerai Jean-Pierre que justement c'est toi qui m'as inspiré cette actualité en images que nous allons regarder tout de suite. Après 70 ans à économiser des centimes, il découvre enfin la somme finale. Avez-vous déjà pensé à ce que vous pourriez économiser si vous mettiez de côté tous les centimes que vous récupérez? Les Américains n'utilisent pas souvent les pièces pour leur achat. Mais un homme de 91 ans a décidé de faire le contraire. Pendant 70 ans, il a économisé ses centimes dans un grand bocal en verre. Au final, il a amassé un poids impressionnant de 70 kilos de pièces. Tout au long de sa vie, il n'a jamais pris le temps de compter combien il avait. Mais avant de mourir, il a exprimé un dernier souhait. Savoir combien d'argent se trouvait dans sa jarre, et il a demandé à son petit-fils de faire le calcul. Sa famille a dû sortir un diable pour transporter ce gros bocal, en prenant soin de l'entourer de rubans adhésifs pour éviter tout accident. Ils ont ensuite vidé le contenu sur une couverture pour commencer le comptage. Et tout ça, ça a pris une semaine entière. Et bien sûr, toute la famille était là pour aider. Et quel a été le résultat? Après toutes ces années d'épargne, il a accumulé 2052 $ et 76 centimes, soit environ 1881 €. Ça représente à peine 2,25 € par mois sur 70 ans. Ça peut sembler peu, mais pour sa famille, ce n'est pas rien. Ça prouve que même les petites économies peuvent au final faire une belle somme. Qui sait?
Peut-être que vous devriez aussi commencer à garder vos centimes. Ouais, c'est pas négligeable les centimes. Oui, alors donc on mélange deux choses. Là, ce qui est en cause, c'est le temps de conservation des pièces. C'est ça qui fait la richesse, plus ou moins d'ailleurs, hein, de ce monsieur. Donc 2000 euros pour cette famille, apparemment, c'est quelque chose d'important. Donc je suppose que les enfants ont été contents d'en hériter. Par contre, d'en hériter sous cette forme-là, avec des problèmes mécaniques que ça pose, il va falloir passer toutes ces pièces dans des monnayeurs. Je leur souhaite de la patience surtout, hein, mais je suis sûr qu'ils l'auront. Et puis voilà. Et puis ces pièces, elles ont subi aussi la dévaluation du dollar ou de je ne sais quelle monnaie. Donc voilà. Donc est-ce que c'est une bonne affaire? On ne sait pas. Oui, Yota. L'érosion, effectivement, sur 70 années, c'est pas mal. Et c'est là où je me suis dit, Sylvain, peut-être c'est de l'artificielle intelligence, ce film. J'ai vu déferler toutes les pièces. Elles étaient toutes neuves, toutes. Non, Et non, donc, c'est une histoire qui est racontée avec des images, si tu veux, que l'on peut trouver dans des banques d'images, tout simplement. Voilà. Oui, oui, oui. Après, c'était pour le joli, justement. Voilà, ne pas négliger les centimes. Moi, je vois des gens qui, voilà, négligent les centimes. D'ailleurs, on s'aperçoit d'une chose aujourd'hui dans les supermarchés, quand on fait ses courses, on vous propose d'arrondir à l'euro au-dessus. Évidemment, ça va à des associations que l'on ne connaît pas, etc. Donc, il faut refuser, évidemment, et ensuite insérer sa carte pour pouvoir régler le prix normal sans qu'il soit majoré de quelques centimes. Les centimes, c'est important. oui, tout à fait. Voilà, exactement. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, je disais à ma maman, quand elle me demandait de lui passer son porte-monnaie, donc je l'ouvrais pour chercher 20 centimes. Et elle avait plein de pièces à l'intérieur. Et je lui disais, non, mais qu'est-ce que t'es riche? Mais qu'est-ce que t'es riche? Sous-entendu, on va pouvoir acheter le quartier, quoi. Voilà. Dans mon esprit d'enfant, c'était ça, quoi. Et en fait, on est riche de peu de choses parce que la masse monétaire d'une part, mais surtout la masse des pièces, de tout ce qui est métallique, ça représente epsilon de tout ce qui circule en argent dans le monde, quoi. C'est vraiment à la marge de la marge de la marge. Voilà. Mais un centime, c'est le début de la fortune, hein, il faut pas l'oublier. Alors nous avons un titre ce soir formidable, et je vais me faire un plaisir de l'annoncer. Des terriens, les armes aux pieds. Alors attention, c'est une expression militaire que je vais laisser Philippe définir. Oh, bah merci pour cet honneur. L'arme au pied pour les militaires. Donc c'est avoir l'arme au pied, c'est être prêt au combat, quoi. C'est l'arme au pied. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé. C'est comme ça que je veux le restituer. Ça être prêt au combat. C'est pas être dans le combat. Alors ensuite, pourquoi des terriens? Bah parce que nous sommes terriens et que ça comporte toute la planète, cette affaire-là. Donc la planète, c'est la planète Terre, donc nous sommes des terriens et c'est les terriens qui sont, certains d'entre eux, l'arme au pied, quand d'autres, comme vous le savez bien sûr déjà, sont l'arme carrément à la main, quoi. C'est-à-dire que il y a des conflits ouverts, des théâtres d'opération, comme on dit en langage militaire, qui se développent en Ukraine, qui se développent à Gaza, même si ce sont des militaires contre des civils, qui massacrent des civils dans un cas avec une opposition également militaire, mais parcellaire, de la part de résistants comme le Hamas, etc. Et je dis tout ça sans aucun parti pris, évidemment. Donc on se contente d'observer les choses, on se contente de voir aussi que entre l'Israël et l'Iran, bah évidemment il y a des échanges de coups de feu, chacun justifiant le départ de ses ogives par une on va dire une vengeance de l'adversaire par rapport à l'adversaire qui a fait la même chose 8 jours avant, quoi. Donc ça c'est des histoires de talions qui remontent à très très vieux dans le temps, n'est-ce pas, et qui sont tout simplement inscrites dans en tout cas pour certains, inscrits dans des textes anciens où la vengeance fait partie de la normalité des choses. Donc voilà, donc nous, alors il y a ces belligérants-là, ils sont belligérants, et les autres ne sont que l'arme au pied. Alors qui sont les autres? Alors j'ai envie de dire, par ordre d'entrée en scène et d'importance, je dirais la Chine. La Chine qui représente, comme vous le savez, 20% de la population mondiale, et qui a décidé de se mettre dans un état d'alerte militaire maximum, alors qu'elle est en guerre, à l'heure actuelle, officiellement, contre personne. Néanmoins, le sujet chinois principal, nous le connaissons, c'est Taïwan, c'est donc de l'autre côté de la planète par rapport à nous, et c'est sûrement pas de venir se battre en Ukraine avec des petits contingents de Chinois, hein. C'est pas ça le sujet, hein. Le sujet, c'est d'aller récupérer Taïwan sous des provocations américaines. En tout cas, c'est comme ça que les Chinois les voient. Alors, si la Chine est l'arme au pied, ça veut dire que c'est pas la même chose maintenant que quand la Chine était l'arme au pied dans les années 40 ou 50 pour se battre contre les Russes à l'époque, hein, il y a eu des bagarres sur les frontières nord.
Mais c'est pour évidemment parer les coûts qui sont prévisibles depuis l'OTAN, tout simplement. Hein. L'adversaire de ces pays, c'est l'OTAN. Alors ces pays, c'est qui? On l'a dit il y a un instant, là, évidemment les BRICS, enfin pardon, la Chine, et avec les autres pays des BRICS. L'Inde fait pareil. L'Inde également mobilise, ou en tout cas est en alerte maximum pour son armée. Même chose pour la Turquie. La Turquie est également en alerte maximum. Elle est très concernée par ce qui se passe en Orient, évidemment, hein, puisqu'elle fait partie de la zone. Donc, elle s'apprête à échanger, à ce qu'il y ait de la grosse bagarre. Alors, c'est quoi la grosse bagarre? Ça va de l'arme atomique que personne ne souhaite parce que ça mettrait fin à la partie, en quelque sorte, hein, et nos âmes et nos corps partiraient dans l'univers. Donc, c'est une première solution qui peut être un côté pratique, c'est-à-dire qu'on pourrait repartir la prochaine fois d'une page blanche. Et comme disait Einstein, je ne sais pas si comment sera la deuxième guerre mondiale, mais je peux vous dire que la troisième se passera avec des arcs et des flèches, quoi. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le massacre qui aura eu lieu dans la précédente à coup d'armes atomiques aura nettoyé la planète et que l'humanité repartira de zéro. Voilà, l'humanité repartira de zéro, comme dans le film La planète des singes, pour ceux qui connaissent, ceux qui ont vu. C'est un petit peu le même esprit. Donc voilà. Donc ces pays qui sont l'arme au pied, donc on a cité l'Inde, la Turquie, la Chine, et il y en a d'autres qui vont peut-être venir, eh bien augurent de quelque chose de fort. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est les BRICS. Les BRICS, on va les reciter rapidement. Hein. C'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Voilà, au départ c'était ça, et maintenant ce sont d'autres pays qui deviennent candidats aux BRICS, notamment l'Arabie Saoudite, qui devient candidate, qui aurait pu d'ailleurs participer à la réunion de Kazan qui a eu lieu la semaine dernière, mais qui finalement l'a annulé au dernier moment, de même d'ailleurs que le Brésil. Voilà. Donc on imagine qu'il y a quelques difficultés ou que si les dirigeants qui pourtant avaient donné leur parole de venir ne sont pas venus, c'est qu'ils avaient sûrement de très 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 bonnes raisons. Voilà. Donc, mais ils reviendront lors de prochaines étapes. Voilà. De toute manière, ce qui est lancé est inéluctable. La construction de cette différence, et je dis pas opposition, je dis différence entre la conception du monde faite par les BRICS et celle faite par les gens de l'OTAN, c'est-à-dire l'Occident collectif, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire l'Europe, sauf on va enlever de l'Europe Viktor Orban et donc la Hongrie, qui à l'évidence a choisi un autre camp, une autre façon de voir le monde que nous occidentaux. Et puis évidemment, toujours à l'Occident, les États-Unis d'Amérique et le Canada pour l'essentiel. Donc voilà. Donc ces deux mondes-là sont en train de se mettre côte à côte. Sont en train de prévoir des coups tordus pour venir à bout d'anciens ennemis, pour essayer de créer de nouveaux, le tout étant évidemment arrosé d'une large intention vis-à-vis de la récupération de tout ce qui concerne les hydrocarbures, évidemment, c'est-à-dire la richesse des sous-sols, qui est grande en Moyen-Orient, qui est grande dans différents endroits d'ailleurs, et qui justifie évidemment la plupart du temps les bagarres, que ce soit en Moyen-Orient ou en Afrique bientôt, ou Taïwan ou en Chine, voilà. Donc toutes ces régions-là justifient à elles-mêmes le fait que il y ait des tensions militaires. Voilà. Est-ce que cette étape-là, il y a déjà soit des questions ou des envies de commentaires? Oui. Oui. J'aurais préféré, à beaucoup de moments de ma vie, savoir accepter les larmes plutôt que de prendre les armes. Je n'ai pas pris les armes physiquement. J'aurais aimé accueillir les larmes des autres et les miennes. Alors maintenant, j'ai un objectif, accueillir autant mes larmes de joie que les larmes de peine que je n'ai pas pu pleurer. Et je souhaite cela à tous les humains. Les larmes aux yeux, c'est peut-être préférable que les larmes aux pieds. Merci d'avoir entendu. Oui, évidemment, les larmes aux yeux, c'est le regret des morts, tout simplement. Hein. Alors, vous savez que les courageux piou-piou qu'on envoie se faire tuer ou en tout cas se battre reviennent avec des traumatismes psychologiques énormes. Et on a longtemps cru que les anciens combattants de la guerre de 14 se réunissaient
en souvenir du bon vieux temps, pour se raconter des bonnes blagues de poilus. En fait, ils se réunissaient en circuit fermé, en cercle fermé, uniquement pour pleurer, quoi. Ça, on sait maintenant. À l'époque, c'était pas bien parce qu'un homme, ça ne pleurait pas. Ça, en tout cas, c'est ce qui se disait, hein. Aujourd'hui, il y a des sas de décompression qui sont prévus pour tous les militaires français, en tout cas, qui reviennent d'opération et qui sont ces sas de décompression. C'est trois semaines dans un hôtel où les gars, ils passent leur temps à pleurer, quoi. C'est des choses qui sont peu connues, mais qui correspondent à une réalité. C'est-à-dire que le choc psychique de la guerre est énorme. Sur l'individu est énorme, même s'il est préparé, même s'il est encadré, même s'il est suivi, etc., etc. Donc voilà. Donc la guerre, ça détruit les biens, ça détruit les personnes et ça détruit les psychismes, hein. Ça détruit ce qui reste du cerveau de l'homme, de sa capacité à voir le réel, de sa capacité à être sympathique, c'est-à-dire justement se mettre à la place des autres. Ça devient compliqué après. Voilà, donc cette destruction, elle en vaut d'autres en termes de dangerosité, quoi, hein. Voilà. Alors, on peut continuer. Qui veut la paix? Qui veut la paix? Qui veut la guerre, en fait, hein? Voilà, ça c'est des questions qu'on se pose aujourd'hui, hein. Notamment avec les conflits chauds tels que l'Ukraine. Aujourd'hui, on nous dit que Monsieur Zelensky, avec tous ses défauts, etc., il y a 4 ans en arrière, pardon, il y a 2 ans en arrière, il avait fait au mois d'avril des propositions, ou accepté en tout cas les propositions russes, des accords de paix, etc., et qui n'ont pas eu lieu parce que Monsieur Bobo, comment s'appelait-il, Boris Johnson? Non, Boris, le président anglais, c'était Boris Johnson, hein, je dis pas de bêtises. Ah oui. Boris Johnson. Oui, le Premier ministre anglais. Oui, c'était Boris Johnson, oui, qui était intervenu en personne pour dire il est hors de question qu'il y ait un accord de paix avec la Russie. Bon, pas avec l'Ukraine, en tout cas avec l'Ukraine. Donc ça a mis fin évidemment à toute velléité de paix. Donc qui veut la guerre en l'occurrence? Suivez la flèche, hein, c'est l'Angleterre. En tout cas, c'est Monsieur Boris Johnson. Très probablement cornaqué, comme on dit, c'est-à-dire piloté par les États-Unis d'Amérique, plus que probablement d'ailleurs, qui ont intérêt à la guerre, parce que c'est leur jeu depuis 2 siècles, hein, pour les États-Unis d'Amérique fonctionnent avec la guerre. Ça, il va falloir finir par le comprendre que les États-Unis fonctionnent avec la guerre. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce que cette guerre s'arrête parce qu'elle fait travailler leurs propres usines. Ils font des prêts financiers à l'Ukraine qui devra les rembourser. Donc ça veut dire une très probable future dépendance de l'Ukraine vis-à-vis de son débiteur, de son créditeur, pardon, qui est les États-Unis d'Amérique. Voilà. Et nous Français, par contre, il faut qu'on donne tout notre matériel, mais c'est cadeau, hein. Alors si c'est cadeau, alors effectivement, ça explique en partie, à mon avis, que ces différents cadeaux obligatoires demandés par les États-Unis en faveur d'Ukraine, eh bien, ça explique que ces cadeaux soient un petit peu empoisonnés dans le sens où les matériels qui sont donnés ou dotés sont des matériels anciens, obsolètes, tout à fait dépassés, à la limite du crime contre l'humanité pour ceux qui espèrent les utiliser. J'ai lu ça, donc je le restitue ici. Donc, il est évident que c'est pas avec ces armements-là que l'Ukraine va pouvoir s'en sortir. Donc, comment va-t-elle s'en sortir? On va attendre la réponse du dernier mort, hein, et puis on verra bien comment ça se passera en Ukraine. Mais voilà, on est au bout du bout d'un système, et on se pose des questions. Et alors, aujourd'hui, justement, si jamais demain il s'avère que l'Ukraine tout simplement perd sa bataille, qui n'est pas que sa bataille d'ailleurs, c'est celle de l'OTAN, hein, c'est celle de l'OTAN, c'est carrément impliqué dedans directement ou indirectement. Les Russes ont été d'une grande patience, d'autant plus patients qu'ils savent que c'est inéluctablement qu'ils vont la gagner cette guerre, puisque le matériel d'en face n'est pas adapté à ce type de conflit, puisque tous les spécialistes le disent, hein, c'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes militaires, disent que les Russes ont une avance gigantesque déjà sur le terrain proprement parlé, parce que les chars sont mieux conçus, parce qu'ils sont mieux adaptés au territoire, parce que voilà. Donc voilà, on est sur un conflit qui ressemble d'assez près à ce qui s'est passé en 1943, 44, 45. Voilà. Et donc ils sont armés jusqu'aux dents pour ce type de conflit qui correspond exactement à leur culture en plus. Donc voilà. Et puis après, il y a l'inventivité des drones. Des drones, il n'en existait pas en 1945. Aujourd'hui, il en existe.
et ils ont été parfaitement utilisés par les Russes, plus que par d'autres. Et cette guerre, elle inclut des nouvelles armes. Alors les drones en font partie, mais il y a mieux. Il y a les fameuses ogives qui volent à Mach 20. À Mach 20, vous arrêtez personne, hein. Vous arrêtez rien ni personne à Mach 20. Hein. Les DCA, les défenses anti-aériennes, ne peuvent rien faire. Voilà. Et c'est a priori ce que l'Israël a pris sur la figure, tiré de l'Iran en guise de représailles suite à un assassinat qui avait eu lieu en Iran d'un ressortissant du Hezbollah. Donc, il y a de fortes chances pour que sur le tapis, sur le papier, comme on dit, hein, eh bien, cette guerre, elle soit déjà jouée d'avance. Le temps passé à la prolonger, ne servant qu'à la diplomatie, en tout cas en théorie, ou à l'attrition, c'est-à-dire la capacité qu'ont les Russes, de diminuer, de gratter en quelque sorte les forces vives de la pauvre, de ce qui reste de cette pauvre armée ukrainienne, pour être certain qu'elle soit totalement détruite et qu'elle arrive à la table de négociation, comme on dit, en slip. Hein. C'est-à-dire que ça va se passer comme ça, quoi. Puisque les Américains en ont décidé ainsi et que le temps qui passe, eh bien, continue de détruire un peu plus l'Ukraine, quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai. Y a-t-il des questions? Là, sinon, je vais enchaîner. Allez, Jean-Pierre, vas-y, la parole est à toi si tu veux bien. Oui, alors, je vais parler de communication non violente, inventée par Marshall Rosenberg, qui a résolu beaucoup de conflits armés, aussi des conflits sans armes, des conflits de communauté, des conflits de couple, de parents-enfants. Et je me dis, ça coûterait 10 000 fois moins cher de former des gens à communiquer vraiment du fond de leur cœur qu'à fabriquer des armes. Alors, ça coûterait, mais ça rapporterait peut-être moins à certains qui sont férus d'armes. Après, il y a un choix à faire. L'humanité veut-elle vivre ou se détruire? Certains ont fait le choix de vivre et d'autres n'en sont peut-être pas encore à ce point. Toutefois, est-il judicieux de les laisser manipuler les manettes? Merci d'avoir entendu. Entre ce qui est judicieux et qui n'est pas, c'est souvent malheureusement le cas. Ce qui est judicieux est rarement mis à l'honneur dans ce genre de conflit. Et de toute manière, ça n'est pas nos décisions, en tout cas nos points de vue, nos opinions de gens du peuple qui vont faire changer quoi que ce soit là-dedans. Alors on a beau penser très fort à une solution de paix, on a beau penser très fort au sort des gens qui meurent à Gaza. Visiblement, on pense pas assez fort, hein, ni les uns ni les autres, hein, parce que ce qui se passe, c'est une accélération de la violence en permanence, et peut-être aussi par cette accélération de la violence, la marque d'un combat final, une sorte de bouquet final de cette bataille qui est perdue, et avant de perdre, eh bien les troupes engagées font le maximum de dégâts, un petit peu comme ce qu'on a connu à la fin de 1945, pas à la fin, au début de 1945, lorsque les Allemands ont fait une contre-attaque dans les Ardennes et que ça a fait du mal. Hein. Ils ont quand même fait du mal, mais ils n'ont pas gagné la guerre. C'était pas suffisant pour changer la destinée de la guerre. Alors, il y a effectivement aujourd'hui probablement des personnes chez les belligérants qui rêvent d'appuyer sur un bouton et de mettre tout le monde d'accord et de partir sur la bombe atomique à cheval comme dans le film, vous savez, le docteur Folamour. Il y a ce monsieur qui veut décrocher la bombe, qui ne sait pas décrocher de l'avion. Il descend dans la soute et finalement la soute s'ouvre et il est à cheval sur sa bombe comme un Texan qu'il est et pouvait être à cheval sur son cheval fougueux. Voilà, donc la folie allant jusqu'au bout, on peut se retrouver dans des situations de cette nature. Mais évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite. Alors, il y a une question qu'on voudrait poser, qu'on voudrait mettre sur la table, c'est les BRICS, donc on a évoqué tout à l'heure, qui ont un peu le vent en poupe, disons les choses correctement, puisque la Russie est dominatrice en Ukraine et que visiblement économiquement, elle tient parfaitement le coup, contrairement à ce que les restrictions auraient dû leur imposer comme difficulté. Eh bien non, il y en a pas. Il y en a pas. Leur croissance économique est réelle. Philippe, oui. Si tu permets. Oui. Les BRICS ne sont pas une association politique. Les BRICS ne sont pas un organisme de l'État. Les BRICS sont une association
une association commerciale, disons, pour continuer le commerce dans le monde. Donc, c'est bien amicalement qu'ils se sont réunis au début. Évidemment, on en est à la 16e réunion, mais il n'y a rien de politique derrière les BRICS. Donc, le système SWIFT américain qui facilitait les échanges économiques et les échanges bancaires et monétaires est un système qui ne fonctionne plus chez eux. Donc, ils ont inventé une nouvelle association. On est toujours dans le capitalisme, c'est ça que je veux dire. Donc, il n'y a pas, ce qui est important de retenir derrière les BRICS, c'est qu'il n'y a pas d'organisation ni politique ni militaire. C'est une association économique, disons, à une solution économique. À partir de là, je ne sais pas si ça va beaucoup influencer nos vies à nous, cette réunion-là. Vous êtes beaucoup à penser que les choses vont changer, mais moi, personnellement, économiquement, du côté économique et des taxes qu'on paye et qu'on va payer, je ne vois pas un très grand changement dans les jours qui viennent en tout cas. Alors, effectivement, tu as raison de dire que c'est pas une association politique, c'est plutôt une association d'ordre commercial, puisque M. Poutine est tenant d'un monde multipolaire dans lequel chaque pays gardera sa monnaie et paiera ses dettes dans sa propre monnaie. Hein, il y aura une correspondance, il y aura un taux de change connu et affiché à l'avance entre les différentes monnaies, qui a déjà été fixé d'ailleurs. Une autre alternative d'échanges commerciaux. Voilà. Absolument. Donc c'est pour ça que c'est pas l'un contre l'autre, c'est pas l'OTAN contre les BRICS. Ça serait politiser le débat. Je suis d'accord, ça serait une mauvaise chose. Par contre, c'est l'Europe de l'Ouest, on va dire l'Ouest multiple, comme l'appelle Monsieur Poutine, versus alors à côté de ce monde des BRICS qui a décidé de commercer de façon différente. Voilà. Et ce que j'en retiens, c'est qu'il y a d'un côté à l'Ouest un OTAN qui n'a pas assez d'énergie, qui n'a jamais trop d'énergie ou pas assez d'énergie pour conduire des guerres. On est tout le temps dans les guerres, on n'est pas dans le commerce, hein. On est plus dans les guerres et l'inféodalité, c'est-à-dire je pille le pays que j'ai vaincu. Voilà, c'est comme ça qu'ils font du commerce. Alors que côté BRICS, c'est un commerce que je qualifierais de pacifique, en tout cas dans un premier temps. Et les accords qui sont passés entre la Russie, la Chine et l'Inde, pour ne parler que de ces trois pays-là, sont des accords pacifiques et d'intérêt mutuel, intérêt de travailler les uns avec les autres. Donc on est bien dans une complémentarité qui nous ramène plus près de ce que pourrait être la démocratie, et non pas simplement une compétition entre pays qui nous amènerait directement vers la guerre. Voilà. Donc entre les deux mondes, déjà il y en a un qui m'est plus sympathique à titre personnel. Hein, j'ai le droit d'avoir un avis et chacun a le droit d'avoir son avis. Et puis ces BRICS, elles veulent plutôt la paix, quoi. Elles sont et elles veulent la paix de bonne foi, puisque encore une fois, elles auraient, grâce à la Russie en tout cas et probablement à la Corée du Nord également, elles auraient des armes létales et puissantes et qui s'y frottent, s'y piquera. J'ai envie de dire, hein, qui s'y frotte, s'y piquera. Suivez mon regard, hein, qui va s'y frotter, qui va s'y piquer, on verra bien. L'oligarchie ne veut pas la paix, Philippe. En Inde, ils sont prêts là, à Taïwan, ils sont prêts à s'enflammer. L'oligarchie, le seul intérêt qu'elle a, c'est son économie, garder les ressources et garder son pouvoir. Et ça ne changera jamais, que ce soit avec les uns, les modérés, les purs et durs. Mais ce système-là ne changera jamais. Ils sont prêts à continuer la guerre plus qu'à faire la paix. Pourquoi? Parce que la paix, l'oligarchie, c'est un mot qu'elle ne connaît pas.
tout Ben, ça? on va le lui apprendre. Oui, on va le lui apprendre. Je crois que c'est le rôle un peu des organisations comme les nôtres, de justement faire en sorte d'apprendre au peuple ce que c'est que la démocratie, d'apprendre au peuple pourquoi le bien du peuple n'est pas compatible avec le bien de l'oligarchie, puisque l'oligarchie a besoin du peuple pour siphonner ses énergies et elle-même continuer à vivre au-dessus du peuple en étant protégée matériellement du peuple par des classes intermédiaires, par une armée, effectivement. Donc voilà. Donc ça, oui, bien sûr que ça sera toujours le même schéma partout. Et en Chine, ça fonctionne comme ça. C'est aussi une minorité qui gouverne la grande majorité. Les Chinois sont très flexibles aussi. Ils acceptent volontiers l'autorité lorsqu'elle leur permet de manger le bol de riz à la fin de la semaine. Et là, je suis en train de caricaturer parce que la Chine devient le plus grand pays au monde où il y a de la recherche scientifique, où il y a le plus d'ingénieurs, où il y a le plus de brevets qui sont déposés. Donc là, on est sorti de la logique du bol de riz à la fin du mois. Là, on avance sur d'autres choses, quoi. Et donc, forcément, il y aura des besoins différents. Et ces besoins, ils ont su, je crois, les anticiper, ou en tout cas, ils prévoient de les anticiper. Car la Chine connaît le poids d'une révolte populaire et de ce que ça représente en dangerosité. Alors bien sûr qu'il y a toujours de l'oligarchie en Chine, mais à un moment donné, il faut lâcher du lest. Donc il sera obligé d'en lâcher, ne serait-ce que pour montrer l'exemple à l'Ouest, où là, effectivement, on est sur des gens qui veulent garder le pouvoir, qui veulent défendre le peuple, mais pour mieux le restreindre plus tard. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà. Donc alors justement, on peut parler de Monsieur Trump. Est-il vu comme un homme providentiel aujourd'hui? Certaines personnes le croient. C'est l'homme providentiel, c'est celui qui va nous sauver. Nous croyons au sein du CNTF-CH que personne ne va sauver personne, à part les personnes conscientes qui vont pouvoir se sauver elles-mêmes. La difficulté, c'est de savoir comment on va faire la bascule, dans quelles circonstances, de quelle façon on va pouvoir imposer notre way of life, notre façon de voir la vie, au travers de la démocratie. Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? Nous pensons que ça peut se faire par le bas, on l'a déjà dit, ça peut se faire par les mairies, l'approche des mairies. Par une information sur la nouvelle politique qui est passionnante, qui est évidemment inspirée de ce qui s'est passé dans la Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ, avec des adaptations à faire, car nous ne sommes plus dans le même temps. Par contre, nous sommes toujours les mêmes hommes. Ça, c'est un constat important. C'est-à-dire qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des philosophes qui étaient autrement plus puissants du cerveau, passez-moi l'expression, que ceux qui nous sont imposés au titre de philosophes aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a régressé quelque part. Donc, si on a régressé, c'est qu'on peut reprogresser. Donc, il faut, à mon sens, retourner vers ce progrès-là, se tourner vers la sagesse des êtres humains, parce que la sagesse, c'est l'ultime avatar, enfin la dernière forme de la philosophie. Oui, Jean-Pierre. Il n'y a pas de sauveur, il faut savoir se prendre en main. Et avant de conclure, nous allons écouter Jean-Pierre. Alors, Philippe, je te remercie parce que j'ai entendu un mot magique de ta part. Je vais expliquer, c'est apprendre. Alors, j'ai deux choses à dire à ce sujet-là. Un musulman m'a dit un jour que le premier mot du Coran, c'est apprendre. Alors, j'ai été très touché par ça parce que c'est quelqu'un qui m'a fait l'honneur d'apprécier beaucoup que je veuille apprendre sa langue natale. Et puis, deuxième chose au sujet d'apprendre, au début que j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour la dictée vocale, à chaque fois que je parlais de larmes ou d'âme, évidemment, sur mon téléphone, c'était affiché arme. Eh bien, figurez-vous que l'intelligence artificielle a appris mon vocabulaire. Donc, si l'intelligence artificielle est capable d'apprendre, pourquoi pas l'être humain? Elle a appris mon vocabulaire et quand je parle d'armes, maintenant, elle me met l'arme. Donc, elle a appris, pourquoi pas nous? Merci d'avoir entendu. Très bien, je vais conclure comme ça avec un petit dicton, tant les oligarques veulent la guerre, qu'à la fin les armes resteront pas au pied forcément. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci Yota, merci à vous également qui nous suivez. Rendez-vous dans 48 heures pour une nouvelle émission La France Libre avec le Conseil National de Transition France et Canal Historique. Merci les amis, au revoir.